Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, le cours va porter sur la démarche de soins, l'unité 3.1. Et le but, c'est de venir en complément du précédent cours sur les besoins fondamentaux de Virginia Anderson. La démarche de soins, c'est un gros bloc. C'est même, je dirais, même la base même de toute intervention que vous aurez à avoir vis-à-vis des patients dont vous aurez la responsabilité. Et c'est un document qui retrace vraiment toutes les interventions, tout ce que vous allez poser comme acte euh, vis-à-vis du patient. Alors avant tout, on verra la définition officielle de la démarche de soins, les différentes étapes de réalisation, du recueil de données jusqu'à l'évaluation, et ensuite on conclura. Euh, du coup, les soins de santé sont délivrés par un panel de professionnels de santé. Chaque discipline, donc médecin, kiné, ostéopathe et j'en passe, apporte des connaissances spécifiques. C'est-à-dire qu'ils ont appris des choses en formation qui ne relèvent pas forcément du rôle infirmier et du coup, ils vont pouvoir nous apporter d'autres éléments qui vont pouvoir nous aider dans la prise en charge. Et du coup, ces connaissances qui sont différentes, c'est le quoi. La façon de le caractériser, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres. Chaque profession a un langage commun pour décrire et codifier ses connaissances. Les médecins, ils traitent les maladies et utilisent la taxonomie de la classification internationale des maladies, la CIM-10, pour codifier les problèmes médicaux qu'ils traitent. Les psychologues, les psychiatres, le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux DSM-V. On a les pharmaciens qui utilisent le pharmacopée pour la délivrance des médicaments, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction entre deux. Les infirmiers vont utiliser le manuel de diagnostic infirmier, le taxonomie. Alors taxonomie, c'est voilà, la classification en quelque sorte, selon le processus d'élaboration d'un diagnostic infirmier. Et là, il y a toute une méthodologie qu'on va voir. Avant tout, il faut repérer avant de monter une démarche clinique. C'est-à-dire il faut réfléchir, il faut analyser, il faut trouver des solutions efficaces et personnalisées à la personne. Et se dire, bon, si je mets telle chose en place, quelles vont être les réactions humaines vis-à-vis des problèmes de santé, des personnes, des familles, des groupes, des établissements, des collectivités, mais aussi des autres professionnels. Donc ça, c'est important de bien réfléchir en amont. Le code de santé publique, comme vous le voyez ici, régit différentes choses. Donc l'article 43.11 alinéa 3 du code de santé publique, qui relève du rôle propre de l'infirmier, dit que l'infirmier identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre des actions appropriées et les évalue. Donc, on peut ainsi dire que l'élaboration de la démarche de soins cliniques repose sur une réflexion et sur une identification du coup. La démarche clinique, elle se retrouve dans différentes structures, que ce soit en maison de retraite, en EHPAD, en milieu hospitalier, à domicile,
clinique, en structure socio-éducative, ça peut être les IME, ça peut être les collèges, lycées, écoles, en milieu carcéral. Donc tout lieu fait l'objet d'une réalisation de démarche clinique. Donc là, on voit un peu comment c'est élaboré. Hein. On voit que d'abord, on va regarder un peu les antécédents de la personne. Est-ce qu'elle a des traitements? Quelles sont un peu son histoire de vie à la maison? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle a de la famille? Psychologiquement, comment ça va? Socialement, est-ce qu'elle travaille? Quelle est sa taille, son poids? Enfin, on va vraiment regarder dans un axe général qui est cette personne. Après, on peut très bien aller lui poser aussi des questions pour en savoir un peu plus. C'est pas uniquement lire un dossier, parce que le dossier, de toute façon, doit toujours être euh, actualisé. On va aller en collaboration aussi avec les médecins, savoir s'il y a des prescriptions médicales, s'il y a déjà eu des prescriptions infirmiers, et on va identifier à l'instant T les besoins qui sont perturbés et on va les analyser. Donc on reprend cette fameuse codification de Virginia Anderson, respirer, boire et manger, se vêtir, se dévêtir, etc. Et on va identifier par rapport à la personne quels sont les besoins perturbés. On va élaborer un diagnostic infirmier sur un problème, donc sur un besoin qui est perturbé. Boire et manger, par exemple. Une personne qui a un problème de dentition, il mange dans une texture normale, c'est-à-dire solide, liquide. Et gros problème de dentition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le risque déjà, avant tout, c'est le risque de fausse route parce qu'il ne va pas pouvoir mastiquer correctement ses aliments. Donc peut-être qu'il va falloir aussi faire un lien avec un dentiste, avec un prothésiste dentaire, et voir si la personne, du coup, dispose d'une mutuelle, par exemple, suffisante pour voilà, cette possibilité, et lui en parler. Donc, il y a toujours, en fait, on ne fait pas d'action sans en parler aussi en amont aux patients. Voilà. Donc, si ce monsieur-là, on règle le problème de dentition, eh bien, et qu'on fait un bilan déglutition derrière, eh bien, on va résoudre ce problème et éviter l'étouffement et du coup un risque vital pour le patient. L'objectif, c'est répondre aux besoins de boire et manger en faisant intervenir différents acteurs comme on vient de le voir, et on évalue est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, est-ce que du coup faut garder en fait l'orthophotisme parce qu'on voit qu'en fait la déglutition elle est pas là, ou peut-être que en fait il faut un autre type de texture parce qu'il n'y a plus certains réflexes. Donc c'est toute cette réflexion. Et quand on a monté notre diagnostic sur tous les besoins, on programme nos soins, du plus prioritaire au moins prioritaire, en faisant intervenir les autres professionnels. Voilà. Donc c'est un parcours dynamique, hein, comme on a dit, pour repérer, résoudre étape par étape des besoins perturbés pour arriver à les satisfaire. Donc, comme on disait, le recueil de données, c'est d'identifier les personnes face à la maladie, le traumatisme. Voilà, on essaye de repérer les réactions. Ensuite, on va recueillir, c'est-à-dire on va l'appeler profil global. Donc on va tracer le portrait de la personne, de son environnement, du point de vue des soins infirmiers.
Il y a un modèle conceptuel pour vous aider, c'est Lefebvre et Dupuis. Vous pouvez regarder sur Internet. Je le mettrai également dans la description. C'est un modèle conceptuel pour recueillir ces données. Également, voilà, on voit qu'il y a un dictionnaire qui permet aussi de connaître un peu mieux les terminologies utilisées dans le recueil de données et dans l'entretien d'accueil. L'entretien d'accueil infirmier, c'est pour mieux connaître la personne. Il ne doit pas être dirigiste. C'est voilà, c'est un moment d'échange et de partage pour mieux connaître et pour mieux prendre en soin la personne. Donc on retrouve quoi dedans en fait? Son histoire, qui elle est cette personne, ses habitudes de vie, ses problèmes de santé, chirurgicaux ou autres, ses capacités, les points forts, hein, qu'est-ce qu'elle est en capacité de faire, et ses risques pour les axes de prévention ou d'action. Donc les données dans le recueil de données sont subjectives, c'est-à-dire que c'est un peu un brainstorming, c'est-à-dire on note un peu tout ce qui concerne le patient. Et après, on va venir regrouper, réagencer, mettre dans les bons tiroirs au bon endroit pour arriver à quelque chose de précis. Donc le recueil de données, il a 4 objectifs. Nous renseigne déjà sur ce qu'il est, comment est la personne, ce dont elle souffre, ses habitudes de vie et l'état de satisfaction de ses besoins fondamentaux. Donc c'est un processus continu. Hein, comme je disais tout à l'heure, là on le voit bien par la petite image des engrenages, c'est pas pour rien, c'est pour dire que c'est toujours en mouvement. Qui est la personne? Tant que la vie ne s'arrête pas, la personne elle évolue avec le temps. La situation, elle évolue vers du mieux ou vers du moins mieux. C'est-à-dire que c'est un perpétuel mouvement, c'est un processus dynamique, continu. Donc si on suit un peu les choses, les qualités d'un recueil de données doivent être précis, concis, pertinent, exact, objectif, actuel, fiable et utilisable. C'est-à-dire on ne va pas noter des choses qui ne pourraient pas nous servir. Et on ne va pas non plus noter des choses qui nous semblent incomplets. Voilà, on va essayer d'aller chercher l'information quand même. Le recueil de données, c'est une investigation, c'est comme une enquête. Hein. On enquête sur la personne. Et les données doivent être stables et variables. Donc le recueil s'effectue de l'observation clinique, de l'entretien auprès de la personne, d'une rencontre avec les proches. Donc c'est-à-dire que le recueil de données se fait pas forcément uniquement avec un dossier, comme on le disait, c'est vraiment un contact. On observe, certes, mais on va parler au contact de la personne, on va parler au contact de ses proches, de la personne de confiance, pour en connaître un peu plus et orienter nos soins. Mais aussi en prenant connaissance du dossier du patient. Mais ça, comme vous le voyez, dans le cours, ça arrive vraiment en dernier. C'est pour montrer que c'est important, mais que la priorité, malgré tout, c'est d'aller au contact de l'individu. Donc, il y a le dossier médical, avec toutes les conclusions, tous les comptes rendus des médecins, des différents intervenants, et du dossier de soins, c'est-à-dire que le monsieur est peut-être passé dans un autre service, dans un autre hôpital d'une autre ville, par exemple, et il y a eu des soins qui ont été effectués et on sait
où ça s'est arrêté, on sait les traitements, et du coup, ça nous aide. Voilà. Donc ça, c'est un schéma un peu conceptuel des différentes actions, hein. Recueillir tout ce qui vient à moi. Rechercher, c'est approfondir avec méthode. Alors, on recherche. On rassemble, en un même lieu, tous les documents. Tac. On rapporte, on en parle avec les autres, on fait profiter, on va chercher de l'information, on discute, on échange. Et on écrit. On écrit objectivement et clairement, sans jugement. Et sans utiliser, par exemple, je pense que. Non, penser, c'est juger. Ou j'ai l'impression que. Non. On regarde une personne qui ne mange pas. Je pense que la personne n'a pas d'appétit. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que la personne n'a pas d'appétit? Aujourd'hui, la personne n'a pas mangé. Paf, c'est objectif, c'est clair. Aujourd'hui, la personne n'a pas mangé, ça nous montre bien que peut-être qu'il y a un problème. Voilà, c'est écrit, c'est tracé. Voilà, il faut vraiment faire attention à la formulation. L'analyse des données, là par contre, on va interpréter, on va donner un sens et au mieux trouver le bon sens. Et pour interpréter ces données, on se fonde sur une théorie, un modèle de soins infirmiers. Voilà. Et on va identifier un problème, ce qu'on appellera problème infirmier, grâce à des signes, donc des manifestations, des caractéristiques, pour identifier la cause du problème. La personne ne mange plus, elle est tout le temps enfermée dans sa chambre, elle ne veut pas regarder la télé, elle lit plus. Bon, on peut se diriger progressivement vers plus communément ce qu'on entend vraiment à l'extérieur, ça porte d'autres noms, mais sur une dépression, sur peut-être un syndrome de glissement également. Voilà, mais on se pose vraiment sur des outils. Dans le cadre du modèle conceptuel de Virginia Anderson, les 14 besoins fondamentaux, cette analyse s'opère par l'étude des données et leur classification. En données d'indépendance pour celles qui traduisent la satisfaction des besoins, en données de dépendance pour celles qui s'en écartent. Donc, on peut noter les 14 besoins fondamentaux dans un tableau et propre à la personne par rapport à notre analyse, par rapport au dossier, par rapport aux discussions avec les intervenants, la famille, les proches. On va pouvoir écarter certaines choses. Il s'agit d'identifier la source des difficultés, cause ou facteur favorisant du problème de dépendance et d'observer ses manifestations. Problème infirmier, les signes, manifestations, caractéristiques, les sources de difficultés, les causes ou facteurs favorisants. Et là, on arrive à l'aboutissement de l'étape d'analyse. Donc vous voyez, c'est tout un processus. On va pas, il y a tel problème, je fais ça et tac. On analyse tout. Les signes, les difficultés. Est-ce que mes collègues ont eu des difficultés dans ce type de prise en charge? Voilà, c'est vraiment analyser toutes les manifestations possibles. Alors, là, on voit le livre d'Elsevier, Masson, sur le diagnostic infirmier. Donc, les manifestations d'indépendance, le besoin est satisfait. C'est bien. Bon, on peut garder de côté, mais ça veut dire que la personne n'a pas besoin de notre aide sur ce type de besoin. Par contre, une manifestation de dépendance, c'est le besoin qui n'est pas satisfait. Donc c'est une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'assistance, qui a besoin de soutien. Plus des facteurs favorisants, donc des sources de difficultés qui viennent s'ajouter à ce degré de dépendance,
et ben, ça fait l'objet d'un diagnostic infirmier. On a un besoin qui n'est pas satisfait, on a en plus dans l'historique de vie des éléments qui nous confortent sur le fait qu'il y a des difficultés en plus, eh bien, on va sortir notre fameux bouquin et on va essayer de chercher tous les signes, toutes les manifestations pour aboutir à un diagnostic. C'est ce qu'on voyait, hein. Problème de dépendance, source de difficulté, les facteurs favorisants, plus la manifestation des signes, c'est égal au diagnostic infirmier. Étape 3, la planification des soins. En lien avec les objectifs de soins, le choix des actions de soins pour la personne, il s'agit de donner une direction à l'action. Signifier le sens de l'action. Un objectif est formulé pour le patient avec un verbe d'action et un délai. Court, moyen, long terme, toujours en accord avec le patient. C'est-à-dire que le patient doit être acteur de ses décisions, de cette décision. Sauf s'il n'est plus en capacité de parler et qu'il a exprimé que les décisions reposaient sur la personne de confiance. Et donc là, c'est d'autres choses. Mais le patient doit être en accord. L'objectif est formulé en termes mesurables. Il précise le délai prévu, est centré sur la personne, est fixé avec elle et avec son entourage, et consigné dans le plan de soins. Donc, on mesure, on date, qui est concerné, on en parle avec la personne et son entourage, et on trace. Alors, un petit moyen mémotechnique à présent, du coup, pour retenir les caractéristiques d'un objectif, c'est retenir SMART. Alors, comme la voiture, si vous voulez. Le S de spécifique, il doit être précis cet objectif. Il doit être mesurable dans le temps. Il doit être aussi atteignable. Si vous dites à une personne qui est en réhabilitation à la marche que dans un mois, il faut qu'elle aille courir le marathon, ça risque d'être compliqué pour ce patient. Donc attention à ce que votre objectif soit cohérent, qu'il soit réaliste du coup, hein, et temporel. Ensuite, vous avez deux termes qui sont importants de connaître malgré tout. C'est le CICI, c'est la classification des interventions en soins infirmiers. Donc c'est un livre qui est bien de savoir. Et le NIC, Nursing Intervention Classification. Donc c'est la classification des interventions de soins. Voilà, c'est important de voir cela, ça peut aider en fait dans la planification des objectifs. Étape 4, on réalise du coup les soins. Donc là, ça relève uniquement du rôle propre de l'infirmier qui vise le mieux-être de la personne, suppléant à ce qu'elle ne peut pas faire elle-même, c'est-à-dire tout comme les aides-soignants, hein, tout comme tout professionnel de santé d'ailleurs. Tout ce que la personne peut faire, elle doit le faire. Tout ce que la personne ne peut pas faire, on l'aide à le faire. On la supervise, on l'accompagne. Le maître mot, c'est l'accompagnement. Dans le but de conserver un degré optimal d'indépendance, donc d'autonomie. Les actions, elles doivent être compatibles avec les objectifs, personnalisées, évaluables et un peu créatives. Donc, l'IDE, l'infirmier, doit tenir compte des capacités réelles de la personne et tenir compte des ressources du service de soins.
Bah oui, si vous n'avez pas le matériel suffisant, est-ce que vous allez pouvoir du coup réaliser les actions appropriées? Pas sûr. Donc attention à bien regarder tous les éléments. Donc la réalisation des soins, c'est la mise en œuvre des décisions prises à l'étape précédente, action de soins auprès de la personne et les critères d'efficacité. C'est efficacité, sécurité, confort, rapidité, économie. La visée, bah, c'est tout simplement la disparition du problème de dépendance, hein. Elle relève du rôle propre de l'infirmier. Et lorsque ces actions sont terminées, elles doivent faire l'objet de transmission à la fois orale, donc d'équipe, et écrite dans le dossier de soins. Alors, vous avez le fameux DAR que vous devez connaître peut-être maintenant, le donner, action, résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe à l'instant T pour la personne? Qu'est-ce que moi j'ai mis comme action en place? Et est-ce que ça a été concluant ou pas? Étape 5, l'évaluation. Classification des résultats de soins infirmiers. Donc CRSI ou le Nursing Outcomes Classification. Voilà, pour mesurer les résultats de santé. Et de se poser la question, ai-je atteint mon objectif? Et là, on peut prendre une feuille et essayer d'y réfléchir. J'ai voulu que la personne regagne en autonomie à la marche. On partait d'une possibilité, la personne avait la possibilité de faire 100 mètres. Là, on arrive à 200 mètres. Est-ce que j'ai répondu à mon objectif? Bah oui, la personne a gagné une autonomie de 100 mètres à l'heure actuelle à poursuivre. Voilà. Évaluation de la régression ou de la progression de la situation clinique. On a voulu faire une réhabilitation à la marche. La personne, vraiment, elle avait des difficultés respiratoires et c'est devenu de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, elle ne peut plus marcher, elle est alitée au lit. C'est une régression, malheureusement, hein. C'est pas là-dessus qu'on aimerait se diriger, mais ça fait partie de l'évaluation et on doit noter tout. Donc, en fait, la démarche de soins, ça se fait étape par étape, tel qu'on l'a vu. Merci pour votre attention à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires, hein, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos, cette chaîne et à mettre un petit pouce, voilà, afin de faire vivre la communauté pour ces cours. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.